Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Au Liban donc, les tensions politiques et militaires s'intensifient. Entre déclarations controversées de l'ambassade américain au Liban, Michel Aïssa, et les nouvelles frappes israéliennes au sud, la situation met à l'épreuve le cessez-le-feu et la stabilité du pays. Un double front politique et militaire. Depuis le patriarcat maronite Abqirque, l'ambassadeur américain Michel Aïssa a suscité la polémique en estimant qu'une éventuelle rencontre entre le président Joseph Aoun et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne serait ni une concession ni une défaite pour le Liban. Une déclaration qui intervient alors que Washington pousse à des négociations directes entre Beyrouth et Tel Aviv dans un contexte régional extrêmement tendu. Le diplomate a également insisté sur la nécessité de préserver la stabilité et l'indépendance du Liban, tout en affirmant que la prochaine visite du président Aoun aux États-Unis serait l'occasion de défendre les priorités du pays. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. L'armée israélienne a annoncé une nouvelle vague de frappes visant des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs localités du sud, notamment dans les régions de Tyr, Mentejbel et Nabatiyeh. Des ordres d'évacuation ont été émis pour plusieurs villages, appelant les habitants à fuir immédiatement avant les bombardements. Selon l'armée israélienne, ces opérations visent à neutraliser des combattants considérés comme une menace directe, ainsi que des sites de lancement et de stockage d'armes. Dans la nuit, des tirs d'artillerie, des explosions et des opérations de dynamitage ont été signalés dans plusieurs zones, tandis que le Hezbollah affirme avoir riposté en ciblant des positions israéliennes. Face à cette escalade, la communauté internationale appelle à la retenue. En déplacement à Erevan en Arménie, le président français Emmanuel Macron a rappelé que le respect du cessez-le-feu est essentiel pour garantir la souveraineté du Liban et protéger les civils. En plein mois de mai, le Liban replonge dans un décor hivernal. Pluie battante, vent violent, mer agitée, une dépression venue du nord bouleverse le printemps. D'où viennent ces pluies et est-ce que ce phénomène est normal? Réponse dans ce reportage de Majed Hossameddine. Le Liban est sous l'influence d'une dépression atmosphérique centrée au sud de la Turquie, qui se dirige progressivement vers la région. Un phénomène rare pour la saison. اعتبارا من اليوم المساء حنبلش نتعرض لمنخفض جوي، هذا المنخفض الجوي حيكون مصحوب بكتل هوائية باردة، مركزه شمال جنوب غرب تركيا حيكون. الانخفاض بدرجات الحرارة بين اليوم وبكرة حيكون بين 8 ل 11 12 درجة، يعني في انخفاض كبير بدرجات الحرارة. كمية الأمطار المتوقعة ببعض المناطق ممكن تلامس 50 ملم، وهذا الشيء بهذا المنخفض يعني شيء لافت. عادة معدل أيار كله بحدود 15 ملم. المناطق الأكثر عرضة حتكون المناطق الشمالية والوسط، بيروت ومحيطها، هي الأمطار اللي حتتعرض لغزارة بالأمطار. Et en altitude, l'hiver fait même son retour. De la neige est attendue au-delà des 1800 mètres. En mer, la prudence est de mise. Les experts préviennent contre un risque de vagues pouvant atteindre 3 à 4 mètres, avec des vents soufflant jusqu'à 80 km/h. La baignade est fortement déconseillée. Si les pluies devaient s'atténuer en soirée, la vigilance reste de mise jusqu'à mardi. La dépression devrait ensuite quitter le Liban, laissant place dès mercredi à un temps plus printanier mais toujours frais. Un épisode météorologique intense qui rappelle que même au printemps, le ciel libanais peut encore surprendre. À Téhéran, la tension monte autour du détroit d'Ormuz. Donald Trump lance une opération pour escorter les navires bloqués, tandis que l'armée iranienne menace d'une riposte directe en cas d'intervention américaine. Un face-à-face explosif au cœur d'un axe viral pour l'économie mondiale. Les États-Unis lancent une opération militaire pour escorter des navires immobilisés depuis 2 mois dans le détroit d'Ormuz. Présentée par Donald Trump comme une initiative humanitaire, cette opération baptisée Project Freedom
vise à sécuriser le passage de bâtiments appartenant à des pays non impliqués dans le conflit. Mais Washington prévient, toute tentative d'entrave sera traitée par la force. Sur le terrain, le dispositif est massif. Navires de guerre, plus d'une centaine d'aéronefs et près de 15 000 soldats mobilisés par le commandement américain au Moyen-Orient. En face, la réponse iranienne est sans équivoque. Le commandement militaire de l'Iran avertit que toute présence américaine dans le détroit sera considérée comme une cible légitime. Une ligne rouge assumée dans un contexte déjà marqué par un cessez-le-feu fragile depuis le 8 avril. Car le détroit d'Ormuz reste un point névralgique, près de 20% du pétrole mondial y transite habituellement. Sa fermeture partielle a déjà provoqué une flambée des prix de l'énergie et désorganisé le commerce maritime. Aujourd'hui, plus de 900 navires sont toujours présents dans la zone, dont des centaines de pétroliers. À bord, près de 20 000 marins font face à des pénuries de nourriture et de ressources essentielles. Sur la scène internationale, l'inquiétude grandit. Emmanuel Macron appelle à une solution concrète entre Washington et Téhéran, tout en exprimant des réserves sur une opération unilatérale américaine. Malgré des discussions indirectes en cours via le Pakistan, les positions restent profondément opposées. L'Iran exige notamment la levée des sanctions et du blocus, tandis que les États-Unis maintiennent leur pression. Aux Émirats arabes unis, le retrait de l'OPEP marque un tournant stratégique majeur. Abu Dhabi assure toutefois que cette décision, motivée par des intérêts nationaux, ne vise aucun partenaire. Un séisme discret mais aux conséquences mondiales. Les Émirats arabes unis ont officiellement quitté l'OPEP, une décision historique annoncée comme un repositionnement stratégique dans le paysage énergétique mondial. Depuis Abu Dhabi, le ministre de l'Industrie et patron d'ADNOC, Sultan Al-Jaber, a tenu à rassurer. Ce retrait n'est dirigé contre personne. Selon lui, il s'agit avant tout d'une décision souveraine visant à renforcer la résilience économique du pays et à soutenir ses ambitions industrielles à long terme. Mais derrière ce discours apaisant, les enjeux sont considérables. Membre de l'OPEP depuis 1967, les Émirats arabes unis étaient le 4e producteur de l'alliance élargie OPEP+, qui inclut notamment la Russie. Leur départ fragilise l'équilibre du cartel dominé par l'Arabie saoudite. Au cœur des tensions, les quotas de production. Abu Dhabi souhaite augmenter fortement sa capacité avec un objectif de 5 millions de barils par jour d'ici 2027, bien au-delà des limites imposées par l'OPEP. Ce choix intervient aussi dans un contexte géopolitique explosif. La guerre régionale impliquant l'Iran, les États-Unis et Israël a accentué les divergences entre producteurs et bouleversé les marchés énergétiques. Pour les analystes, ce départ est bien plus significatif que celui du Qatar ou de l'Angola ces années dernières, car les Émirats disposent d'importantes capacités inexploitées, essentielles pour réguler l'offre mondiale. En quittant l'OPEP, Abu Dhabi fait donc un pari, gagner en liberté au risque de redéfinir l'équilibre du marché pétrolier mondial. En Irak, et plus précisément à Najaf et Karbala, le tourisme religieux, pilier essentiel de l'économie locale, est frappé de plein fouet par la guerre régionale, laissant sanctuaires désertés et activités à l'arrêt. Un silence inhabituel dans des lieux autrefois bondés. À Najaf, le sanctuaire d'Imam Ali, l'un des sites les plus sacrés du chiisme, accueille aujourd'hui bien moins de pèlerins. Les vastes cours, autrefois envahis par des fidèles venus du monde entier, sont désormais presque vides. La guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février après une offensive contre Téhéran, a profondément perturbé les flux de visiteurs. Les pèlerins, notamment en province d'Iran, du Liban ou encore d'Asie, ont cessé de venir, privant des milliers de familles de leur principale source de revenus. Dans les marchés voisins, commerçants et artisans tentent de faire face. Les Iraniens nous faisaient vivre. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, confie un bijoutier installé depuis des décennies à quelques mètres du mausolée. Le choc est brutal. Selon les professionnels du secteur, près de 80% des hôtels de Najaf ont fermé, laissant des milliers de travailleurs sans emploi. Certains établissements ne conservent qu'un seul employé pour entretenir des dizaines de chambres désormais vides. À Karbala, même constat.
Les sanctuaires des imams Hussein et Abbas, habituellement au cœur d'une intense ferveur religieuse, ne voient plus que des visiteurs locaux. Le nombre de pèlerins aurait chuté de près de 95%. Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu début avril et la réouverture de l'espace aérien, la reprise se fait attendre. Les agences de tourisme fonctionnent au ralenti, certains à seulement 10% de leur capacité. Dans un pays déjà fragilisé par des années de crise, le tourisme religieux reste l'un des rares moteurs économiques hors pétrole. Sa paralysie fait craindre une vague de faillites et un impact durable sur toute la société. À Yerevan, l'Europe et le Canada affichent un front uni face aux tensions internationales dans un sommet marqué par les critiques de Donald Trump et la pression de Vladimir Poutine. Un message d'unité dans un monde en recomposition. Réunis à Yerevan pour le sommet de la communauté politique européenne, les dirigeants européens et le Premier ministre canadien Mark Carney ont affiché leur volonté de faire bloc face aux bouleversements géopolitiques. Dès l'ouverture du sommet, Mark Carney a donné le ton, rejetant l'idée d'un monde dominé par les logiques transactionnelles et brutales et appelant à renforcer la coopération entre puissances dites moyennes. Une position partagée par les Européens, encore ébranlés par les décisions récentes de Donald Trump, notamment le retrait des troupes américaines en Allemagne et les menaces de nouvelles taxes commerciales. Pour Emmanuel Macron, l'heure est à la prise de conscience. L'Europe doit réduire sa dépendance sécuritaire vis-à-vis des États-Unis et renforcer ses propres capacités de défense. Même constat du côté de la diplomatie européenne, où l'on insiste sur la nécessité de consolider le pilier européen de l'OTAN face à un environnement international plus incertain. Autre dossier central, la guerre en Ukraine. Présent à Erevan, Volodymyr Zelensky a exhorté les alliés à maintenir la pression sur Moscou, appelant à ne pas relâcher les sanctions contre la Russie. Ce sommet revêt également une dimension symbolique pour l'Arménie, pays hôte, qui cherche à se rapprocher de l'Union européenne malgré les mises en garde de Vladimir Poutine. Dans ce contexte, la visite d'État d'Emmanuel Macron à Erevan, prévue en marge du sommet, illustre le soutien européen à ce pays du Caucase à un moment clé de son orientation stratégique. Ce sommet traduit une ambition claire, celle d'une Europe plus autonome et plus influente sur la scène internationale. La guerre en Iran continue de peser sur les marchés de l'énergie. En Inde, les pénuries de gaz domestique se multiplient, forçant des milliers de familles à faire la queue pendant des heures. Mais dans certains villages, une solution locale et durable refait surface, le biogaz. Dans de nombreuses régions d'Inde, la crise énergétique se fait sentir jusque dans les cuisines. Des centaines de personnes attendent des heures pour obtenir une bonbonne de gaz. Mais à Nagpur, un village de l'Uttar Pradesh, Guri Devi n'a pas ce problème. Ça permet de tout cuisiner, légumes, thé, lentilles. Son secret, un combustible produit à partir de déchets agricoles et de bouse de vache. Le principe est simple, du fumier, mélangé à de l'eau, fermente dans une cuve souterraine. Résultat, du méthane pour cuisiner et un engrais naturel pour les champs. Le vrai bénéfice, ce n'est pas seulement le gaz, c'est l'engrais, c'est de l'or noir, relate Pramod Singh, agriculteur. Dans un pays où près de la moitié de la population vit de l'agriculture, cette solution séduit de plus en plus. Subventionnées par l'État, ces installations coûtent quelques centaines de dollars, et elles s'inscrivent dans une stratégie plus large, réduire la dépendance aux énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone d'ici 2070. Ce sont de véritables mini-usines. Elles nécessitent une gestion et un entretien réguliers, selon un expert. Car malgré ces avantages, le biogaz reste encore marginal face au gaz traditionnel plus simple d'accès. Et pour les plus précaires, l'accès à ces solutions reste difficile. On travaille toute la journée, on n'a ni l'espace ni les moyens pour ça, se plaint Ramesh Kumar. Entre innovation locale et contraintes économiques, le biogaz pourrait pourtant devenir une réponse clé à la crise énergétique, à condition de passer à l'échelle, une alternative prometteuse, mais qui devra encore convaincre pour transformer durablement les usagers. En Chine, enfin, l'innovation s'invite dans les rues.
À Hangzhou, des robots humanoïdes ont été déployés pour réguler la circulation, illustrant l'essor rapide de l'intelligence artificielle dans le quotidien. Des policiers pas comme les autres. À Hangzhou, capitale technologique de la province du Zhejiang, ce sont désormais des robots humanoïdes qui assistent les forces de l'ordre pour réguler la circulation. Installés au carrefour, ces robots donnent des instructions aux piétons et aux automobilistes, contribuant à fluidifier le trafic dans une ville connue pour son dynamisme et son innovation. Au total, 15 robots ont été déployés à l'occasion du 1er mai, une période marquée par une forte affluence dans les rues. L'objectif, renforcer les effectifs humains et tester l'efficacité de ces nouvelles technologies en conditions réelles. Hangzhou n'a pas été choisi au hasard. La ville est l'un des principaux pôles chinois de l'intelligence artificielle, accueillant plusieurs entreprises spécialisées dont DeepSeek. Pour les autorités, ces robots pourraient à terme devenir des outils précieux dans la gestion urbaine, notamment dans les zones à forte densité. Mais au-delà de l'aspect pratique, cette expérimentation soulève aussi des questions. Jusqu'où peut aller l'automatisation des tâches publiques? Quelle place pour l'humain dans les missions aussi sensibles que la sécurité routière? La Chine poursuit ses expérimentations technologiques pour faire face aux défis sociétaux, mais aussi redessine ainsi le visage des villes de demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.